Thierry Higuero, notre cher président, va nous parler de particularités de la prise en charge proctologique en cas de sexualité anale. Ça marche. Ouais, non. Ce qu'il faut, ça, donc, la sexualité anale est de plus en plus fréquente, on va voir. Donc, en fait, la définition de la sexualité anale, elle est pas, se résume pas juste avec un pénis qui rentre dans un anus. Hein, la définition elle doit être bien plus large que ça, parce qu'on n'y rentre pas que ça, et il n'y a pas qu'avec cette sexualité-là qu'il va y avoir des risques. Donc, les doigts, ça compte, les rapports bucco-anaux, ça compte. Hein, dans le pharynx, on a beaucoup de germes, il y a beaucoup de contaminations qui sont faites lors de ces rapports-là. Et puis après, il y a des échanges également, donc dans certaines communautés où s'échangent les lavements de ceux qui vont se mettre dans le rectum avec la même poire. Donc il y a également des multicontaminations comme ça. Et puis il faut savoir que les pratiques paraphiliques, il y en a de plus en plus, hein, et donc là on met de tout, hein, que ce soit des points, des gros objets, ou alors des rapports multirépétés c'est 10, 15, 20 personnes hein, dans la soirée, sans parler donc du chemsex, où on oublie un petit peu tout ce qui se passe. Et puis c'est pas que les homosexuels, hein, il y a également la femme hétérosexuelle et puis l'homme hétérosexuel, hein, parce qu'on considère que avoir un rapport anal, c'est pas forcément être homosexuel, il y a un plaisir anal également, tout en étant un homme qui aime les femmes. Alors c'est quelque chose qui est fréquent, donc chez l'homosexuel, donc c'est plus fréquent forcément, quoique il y a des homosexuels qui ont une sexualité purement active et donc qui n'ont pas de rapport passif. Mais chez la femme également, et donc cette tendance-là, on la retrouve dans pas mal d'études, des études de population, comme vous voyez. Donc ce sont en fait des enquêtes hein, qui sont envoyées à des patientes et à des patients. Donc sexualité anale, donc c'était une étude donc américaine, 37%. C'est en 2016, hein, de femmes avaient une sexualité anale, et les hommes c'était 4,5%. Une autre, donc on va 32%, donc 12% de régulières. Sans qu'on sache vraiment régulier qu'est-ce que c'est, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Et puis donc plus récemment, donc en France, donc 3408 femmes qui avaient été interrogées, et puis il y avait 68% de femmes qui avaient eu une expérience de rapport anal passif au moins une fois dans sa vie. Quand on voit ces chiffres-là, on voit qu'en France, on est un petit peu en avance au niveau de la sexualité anale, comme beaucoup de choses, on est assez libre d'esprit, on voit que sexualité anale est de plus en plus pratiquée, de moins en moins de tabous, et actuellement certainement de plus en plus du fait de la pornographie qui est facilement accessible sur Internet, avec une différence, vous voyez, en fonction de la tranche d'âge, une tranche d'âge où on va se libérer un petit peu plus. Et quant à la fréquence des rapports, hein, dans ces mêmes enquêtes de population, on voit que les rapports fréquents, finalement, c'est pas si rare que ça, c'est pas juste une seule fois, mais c'est des rapports qui vont être répétés tout simplement parce qu'il y a un plaisir. Et toujours avec une tranche d'âge, comme vous voyez, entre les 20 et 50 ans, quoi. Alors, c'est fréquent, mais donc est-ce qu'il y a vraiment un risque? Est-ce qu'il faut vraiment s'attacher à chercher ça? Alors, pour la maladie hémorroïdaire et pour la fissure anale, donc il y a un travail qui a été fait. Alors, il n'y a pas grand-chose, on a peu de data. Hein, donc, les quelques data qu'on a, c'est sur une étude qu'avait fait Laurent Abramovic sur une population homosexuelle. Donc, ils avaient cherché pas mal de problèmes d'IST, également de maladies proctologiques classiques, mais il semblait pas avoir plus de maladies hémorroïdaires symptomatiques, donc ni de fissure anale chez les populations, on en trouvait dans 10 à 13%, mais bon, c'est ce qu'on trouve en population en général. En ce qui concerne l'incontinence anale, on a un petit peu plus de matière. Donc on sait, donc ça été prouvé par des études de manométrie, que ça diminue la pression du repos du sphincter anal inférieur. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on a remarqué ça. On sait également que l'incontinence anale et fécale semble plus fréquente. Alors toutes les études qu'on a, elles ont toujours beaucoup de biais, c'est-à-dire que c'est des populations, on ne sait pas également quelle sexualité anale ils ont. Est-ce que c'est une fois ou est-ce que c'est en effet 10-15 fois dans la soirée? Donc on n'a jamais posé la question, est-ce que il y a vraiment une sexualité un petit peu hors norme, notamment au niveau de la taille de ce qui est introduit dans le canal anal. Donc on sait pas exactement
si vraiment ça donne ça. Mais on trouve des chiffres quand même de 8-10% de patients qui ont ça. Voilà. Donc dans les études de population que je vous ai montrées tout à l'heure, et qu'on a interrogé les gens s'ils avaient une sexualité anale, oui, non. Et parmi ceux qui avaient une sexualité anale, la prévalence de l'incontinence fécale, vous voyez, c'était pour les femmes 8-3%, plus de 5% chez les hommes. Dans l'autre étude, la sexualité anale était tenue pour responsable de troubles d'incontinence anale pour 10% des femmes qui étaient interrogées. On dit a priori c'est depuis que ces sexualités-là que c'est un peu plus difficile de retenir, quoi. Et puis plus récemment, donc c'est Aurélien Garros avec le GREP et la CNFCP qui avait mené une super enquête. C'est uniquement une population homosexuelle, donc pour savoir s'ils avaient des troubles de la continence anale. Et la réponse était oui, donc dans 8% des cas avec des facteurs de risque bien déterminés, mais on se doutait bien, mais il fallait le prouver, ça n'avait jamais été fait. Donc c'était l'âge, mais l'âge on interprète que plus on avance en âge et plus on a eu de rapport, donc forcément donc on a plus utilisé la zone. Donc les rapports fréquents au cours d'une même soirée, le chemsex, parce qu'on perd un petit peu la notion du temps et du monde qui se bouscule au portillon, et puis des manœuvres un petit peu comme les fist fucking qui vont forcément, on imagine, à la dilatation être plus importantes. Et on voit donc dans ces courbes, donc plus les patients avaient des rapports anaux fréquents, et plus il y avait d'incontinence anale décrite. Enfin, les IST, bon, ça vous le savez, mais il faut le répéter parce qu'il faut y penser sans arrêt. Le risque de transmission d'infections sexuellement transmissibles est important, d'une part du fait de la vascularisation particulière de la zone anale, du fait que c'est une sexualité parfois où on oublie d'avoir certaines précautions, et puis également c'est parce que il n'y a pas que le pénis qui va entraîner une contamination, mais également les doigts et la bouche. Donc c'est un vrai problème de santé publique parce que ça augmente en permanence. Donc ça, depuis les années 2000, il y a une explosion de ces IST qu'il faut rechercher. Donc il ne faut pas hésiter à poser la question sur les pratiques des patients parce qu'on en trouve de plus en plus et très souvent ce sont des co-infections. Donc importance donc il est vraiment important de faire le diagnostic, d'accord. Il faut y penser. Et il faut les prendre en charge immédiatement. Donc moi, comme je disais, donc je prélève et je traite dans la foulée. Je préfère prélever moi-même parce que j'ai plus confiance en moi qu'au patient qui va descendre et peut-être pas faire son prélèvement et juste prendre les antibiotiques. Conseil de dépister les partenaires pour éviter d'avoir une recontamination une fois qu'on est rentré à la maison, et puis de surveiller. Ils reviennent rarement, mais je conseille de revenir pour vérifier que mon traitement était efficace. Mais je pense que c'est pour la plupart des proctos à qui on prélève, là, je crois qu'il y a un patient sur 10 qui revient. Donc, est-ce que c'est un traitement? Est-ce qu'il faut prendre donc des précautions, par contre, sur les traitements qu'on va leur proposer? Donc, on sait que donc c'est une sexualité à risque d'avoir certains problèmes, mais est-ce qu'il faut faire attention? Donc là, il y a quasiment rien du tout, alors que nous on fait de plus en plus attention. Donc en 2007 déjà, donc on savait qu'il fallait faire attention chez ces patients en cas de sexualité anale passive. Alors pas pour le traitement médical ni instrumental. Par contre, pour la chirurgie, on savait qu'au niveau du longo, il y avait eu quelques complications donc de blessures péniennes qui s'étaient ça se rayait vraiment le pénis sur toute la longueur, donc ce qui était assez douloureux, ça empêchait de continuer, ou alors des ruptures de préservatifs, ce qui était également assez embêtant et assez inélégant une fois que tout se finissait. Donc on savait ça. Donc mais il y a eu un travail encore plus intéressant, récent, qui était mené par une équipe italienne. Ils ont interrogé des patients qui avaient été opérés. Donc on dit est-ce que vous avez une sexualité anale? Il y a plus de 900 patients qui ont répondu, et ceux qui ont répondu oui, ils ont dit et maintenant comment ça se passe? Ben vous voyez que donc avant, donc il y avait donc 22% de ces patients avaient une sexualité anale passive, les hommes 17% et les femmes 29%. Et par contre après on dit bon, et après depuis que vous êtes opéré, ben plus que 12. Donc, ce qui veut dire que près de la moitié des patients n'avaient plus de sexualité anale, c'était plus possible parce que c'était inconfortable, ça avait des douleurs, ça manquait de souplesse, quoi. Donc, ils avaient un peu plus de difficultés, ils devaient arrêter cette sexualité qu'ils avaient choisie. Bon, il y a la petite courbe, je sais pas, moi je l'avais petit dans mon tableau, mais
Sur le tableau, chez les patients qui avaient une sexualité anale passive, qui est la deuxième colonne. Ensuite, vous voyez, ça se partage en deux colonnes qui sont identiques. C'est-à-dire que la moitié peut continuer et la deuxième, c'est fini. Alors quand on est un couple hétérosexuel, ça va encore, mais quand on est couple homosexuel, qu'il n'y a que cette voie d'accès, c'est un peu plus compliqué, ça gâche un peu la vie. Voilà, c'est ma dernière plaque. Donc, juste vous souvenir que c'est de plus en plus fréquent. Il ne faut pas hésiter à être proactif si c'est nécessaire. Donc, et poser la question si vous pensez vraiment que c'est cette sexualité anale qui est la conséquence du motif de consultation, comme disait Ghislain tout à l'heure. Donc, si on a un doute sur une IST, il faut pas hésiter à poser la question. C'est pas un souci. Et puis également, s'il y a des troubles d'incontinence anale, de poser la question. Il y a des patients qui m'avouent qu'effectivement ils font du fist fucking et puis donc ils se disent est-ce que c'est pas ça? C'est certainement ça. Maintenant on peut leur dire. Il faut également leur poser la question donc avant une intervention, donc que ce soit vous qui opériez ou si vous envoyez opérer, donc de faire un longo par exemple un patient qui a cette sexualité, c'est pas vraiment conseillé. Maintenant on le sait. Et pour une chirurgie classique comme Milligan Morgan, mais il faudrait faire a priori chez tous les patients. Donc il faut faire attention à éviter de faire des ponts trop fins qui peuvent lâcher, donc il faut essayer de faire en sorte qu'ils gardent une souplesse anale pour pouvoir faire ce qui leur plaît comme ils veulent et quand ils veulent. Je vous remercie. Merci Thierry. J'évoque juste les patients qui consultent ou qui reconsultent quand ils ont une maladie sexuellement transmissible anale. Assez curieusement, on voit les gens qui ont effectivement des chlamydiés ou des gonococcies, on les revoit pas. Et par contre, les gens qui ont des condylomes acuminés et qu'on a opérés, on les revoit régulièrement parce qu'ils ont peur de la récidive, etc. On a bien raconté qu'ils pouvaient récidiver, qu'il fallait avoir un suivi. Et dans les centres qui traitent les sida ou qui les suivent, ils nous envoient très régulièrement les gens qui ont été opérés de condylome pour vérifier faire un test à l'acide acétique, etc. pour voir s'ils ont... Et les gens reviennent. Je pense qu'ils reviennent parce que le traitement n'est pas pareil. Quand c'est un traitement antibiotique pour un chlamydien ou un gonocoque, c'est assez simple. Ils savent que pour les condylomes minces, il faut les brûler, donc ils se souviennent quand même du traitement lorsqu'on leur fait, et puis c'est visible, quoi. Puis après, dans les centres, dans les Cégides, on va éventuellement revoir un médecin qui a l'habitude de ce type de pathologie, éventuellement sur des mêmes symptômes, il va refaire le traitement directement une fois qu'ils sont prévenus. C'est peut-être ça, mais les condylomes, bon, ça se voit, donc ça peut être assez inesthétique, assez gênant, puis ça peut gratter. Et pour lever les tabous, moi je leur parle du rapport Haidt sur la sexualité des femmes américaines, qui avait quand même détonné dans le landerneau proctologique, puisque presque 10% des femmes américaines ont une sexualité anale régulière, et enfin quasiment exclusive, et presque 20% ont une sexualité anale régulière. Je crois que les chiffres ne sont pas les mêmes en Europe, au moins en France. Oh, yeah, ouais. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de non-dits et que on n'a pas encore assez élargi les esprits avant d'élargir les anus pour pouvoir discuter de tout ça librement, quoi, au moins en consultation. Ouais, peut-être, bon. Est-ce qu'il y a des questions? Madame le professeur Vitton. Parfait, c'est un très bel exposé. Merci Thierry.